Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Hearthland. Qui contrôle le Hearthland contrôle l'île Monde. Qui contrôle l'île Monde contrôle le monde. En 1904, Alfred John Mackinder, un géographe britannique, écrit un article dans le Geographical Journal dans lequel il expose le déterminisme géographique des nations. C'est la théorie du Hearthland, un concept que Mackinder va développer et approfondir au cours de sa vie dans d'autres ouvrages. Les réflexions du géographe vont se propager avec son entrée en politique et les principes qu'il évoque dans ses écrits vont influencer la géopolitique et la géostratégie moderne. De ce fait, Mackinder est considéré comme un auteur incontournable lorsqu'on évoque les personnalités fondatrices de la géopolitique contemporaine. Au cours de sa vie, le géographe va publier 3 ouvrages en lien avec sa théorie, et chacun de ses écrits s'adapte à une situation politique différente. Son article « The Geographical Pivot of History » de 1904 traite de la situation qui précède la Première Guerre mondiale. Son livre « Democratic Ideals and Reality » qui publie en 1919 traite de la situation post-Première Guerre mondiale en Europe. Et son article « The Round World and the Winning of the Peace » de 1943 évoque le combat entre l'Allemagne nazie. Le concept de Hearthland évoqué par Mackinder va alors de plus en plus s'approfondir au fil de ses publications. D'autres intellectuels vont étendre le concept et encore de nos jours, la théorie du Hearthland et les autres théories qui ont vu le jour en prenant appui sur les idées de Mackinder sont encore d'actualité pour décrypter les situations actuelles liées aux relations internationales. Salut, aujourd'hui on va parler de la théorie du Hearthland, une théorie plutôt intéressante qui permet d'expliquer pas mal de choses dans le cadre de la géopolitique. Le sujet est très vaste et certains estiment que la théorie de Mackinder est encore valable pour analyser l'actualité et d'autres justement estiment que cette théorie est dépassée. Mon but avec cette vidéo, c'est d'exposer les différentes limites liées aux idées qu'on va évoquer dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre les différents positionnements à propos de cette doctrine. On va aussi aborder l'exemple des États-Unis en profondeur, puisque c'est une théorie qui permet d'expliquer pas mal d'éléments de leur politique étrangère, que ce soit depuis la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, passons au cœur du sujet. Je vais vous évoquer la théorie en elle-même, et je vais vous illustrer tout ça avec quelques exemples plutôt parlants pour que vous puissiez comprendre le fond de la pensée de Mackinder. Donc tout d'abord, Mackinder se base sur l'effet que le développement des sociétés est grandement influencé par les particularités du terrain. Les obstacles naturels, comme les forêts et les montagnes, favorisent la séparation des peuples, puisque ces obstacles constituent une barrière défensive. Les ressources et la fertilité des terres étant aussi un facteur primordial au développement, ce que Mackinder veut nous faire comprendre, c'est que la prospérité d'une société dépend en grande partie de son déterminisme géographique. Ce dernier prend également l'action de l'homme en compte, puisque le développement de technologies influence forcément le développement et la prospérité des sociétés. Mackinder part également du constat qu'au XXe siècle, l'ensemble des espaces de la Terre sont désormais politiquement liés à cause de la colonisation. Pour illustrer, les décisions politiques prises à Londres influent sur les différentes colonies britanniques. Mais ce mécanisme marche également dans les autres sens. La situation des colonies influe sur la métropole. Ce qui nous force à raisonner avec une échelle mondiale à cause de cette interconnexion politique des territoires. Mackinder distingue le monde en plusieurs parties. D'un côté, l'Eurasie, qu'il surnomme l'île Monde, et d'un autre côté, il considère l'Amérique et l'Australie comme des îles périphériques. Il considère que l'île Monde concentre la majeure partie des ressources et de la démographie de la planète, et affirme que si une puissance ou une alliance venait à conquérir l'Eurasie dans sa globalité, alors la conquête des îles périphériques, et donc par conséquent le contrôle de l'ensemble de la planète, serait assuré par cette puissance ou cette alliance. Mackinder divise aussi l'île Monde en 2 parties, le Hearthland et le Rimland, un espace qui entoure le Hearthland et qui concentre la majeure partie des populations. Quant au Hearthland, il se caractérise comme un territoire coupé d'accès maritime et bordé par des obstacles naturels importants, déserts, chaînes de montagnes, mer Arctique, faisant de la zone une sorte de forteresse naturelle, rendant difficile toute attaque provenant du Rimland. L'intérieur des terres est composé de vastes plaines, ce qui privilégie la domination de cet espace par une seule et unique puissance. Ensuite, la faible population du Hearthland s'explique par le climat aride, qui limite l'installation continue d'une population au profit de peuples nomades. Mackinder fait également remarquer que le Hearthland a souvent été une zone d'où provenaient les vagues d'invasion les plus importantes. La position centrale du Hearthland permettant aux peuples nomades de s'attaquer à toutes les régions du Rimland. Les vastes plaines facilitent grandement la mobilité de la cavalerie, et l'exemple le plus marquant est celui des Mongols qui arrivent à imposer leur domination sur une grande partie de l'île Monde. Cependant, Mackinder considère qu'entre le XVIe et le XXe siècle, la puissance du Rimland est supérieure à celle du Hearthland, grâce au progrès de la technologie navale, puisque la mer permet à cette époque un déplacement plus rapide des troupes que sur terre, ce qui offre une longueur d'avance aux puissances maritimes qui peuvent attaquer le Rimland sans crainte de contre-attaque sur leur territoire.
facilitant ainsi l'établissement d'empires coloniaux. Néanmoins, l'accessibilité du Earthland par la mer ne permettrait pas à ces puissances de prendre le contrôle de l'île-monde. À cela s'ajoutent les contraintes techniques liées à l'environnement naval, le ravitaillement obligatoire des bateaux et le possible blocage des voies de transit et des passages stratégiques par une puissance ennemie. Avec la révolution industrielle et le développement des lignes de chemin de fer, la donne change. La mobilité fournie par le rail surpasse la mobilité navale. Le Earthland étant constitué de vastes plaines, les connexions entre les villes sont plus directes avec l'absence d'obstacles naturels. Le développement de l'aviation va aussi permettre aux puissances terrestres de menacer les unités maritimes de l'ennemi et contraindre le passage de navires militaires. Et à partir de ces éléments factuels, Mackinder y développe la thèse suivante. Si une puissance industrielle venait à mettre en place un large réseau ferroviaire dans le Earthland, alors cette puissance posséderait une mobilité militaire suffisamment importante qui, en accord avec la position centrale du Earthland, permettrait une domination de l'île-monde et donc du monde dans sa globalité. Une domination qu'on pourrait comparer à celle des Mongols, mais dans l'ère industrielle. Qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Earthland, qui contrôle le Earthland contrôle l'île-monde, qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Quand on évoque le Earthland, il est difficile de ne pas penser à la Russie, qui occupe la majorité de cet espace et qui, au début du XXe siècle, est la puissance la plus influente en Asie centrale. Une région qui était également convoitée par l'Empire britannique et qui a été la cause de tensions diplomatiques entre les deux empires. Une rivalité que l'on surnomme le Grand Jeu et qui nous permettra d'établir un parallèle avec notre situation contemporaine dans la suite de cette vidéo. Dans la situation de 1904, Mackinder avertit qu'il faut absolument empêcher une alliance entre l'Empire allemand et l'Empire russe pour éviter une domination mondiale dans l'association de ces deux puissances qui possèdent des moyens industriels développés. Après la Première Guerre mondiale, Mackinder préconise la création et la protection de nouveaux États en Europe de l'Est, afin de contenir le Earthland, diviser et ainsi empêcher aussi bien l'URSS que l'Allemagne d'établir une domination de l'île-monde. L'Europe de l'Est, qui est considérée comme la porte d'entrée vers le Earthland, avec ses plaines aptes à la mobilité, vont pousser à considérer l'Allemagne nazie comme un potentiel candidat dans la domination du Earthland, suite à leur conquête dans l'ensemble de l'Europe. Enfin, Mackinder affirme également qu'une alliance entre les puissances du Rhineland peuvent surmonter ensemble la puissance et l'avantage géographique procurés par la puissance du Earthland. Il évoque aussi l'aspect primordial qui est d'empêcher à tout prix l'accès de la puissance du Earthland à la mer, et notamment au Moyen-Orient, qui représente un espace maritime stratégique sur le plan commercial et militaire. L'ensemble des principes évoqués constitue la thèse de Mackinder. Cette thèse va notamment servir de support pour le politologue Nicholas Spykman, qui va étendre ce concept et affirmer que le pays qui contrôle le Rhineland peut conquérir le Earthland et ainsi établir une domination mondiale. Puisqu'avec une population plus importante et un accès à plus de routes commerciales, le Rhineland posséderait en théorie les outils suffisants permettant de contrôler le Earthland avec la combinaison des avantages terrestres et maritimes de son espace. Mais est-ce que cette théorie elle est vraiment fiable ? Et bien en fait pas tout à fait. Certaines personnes pointent du doigt quelques défauts à la théorie qui invalident partiellement, voire totalement, la pensée de Mackinder. Tout d'abord, il est clair que Mackinder surestime largement la mobilité des réseaux ferroviaires et leur importance dans le développement des sociétés. L'Asie centrale que l'on connaît aujourd'hui ne se démarque pas par sa puissance économique. Finalement, Mackinder était assez juste sur le plan géographique, mais moins bon sur le plan social et économique, avec sa mauvaise prise en compte du développement technologique et humain. De plus, aucune puissance n'a pu assouvir une domination continentale et valider la thèse de Mackinder. L'exemple mongol montre bien qu'une domination de l'île-monde n'est pas possible avec une société nomade. La sédentarisation est forcément nécessaire pour assurer la pérennité des empires. Seulement, la Sibérie n'est pas l'environnement le plus propice à l'homme, même si la technologie facilite une installation à long terme. L'importance que Mackinder accorde à la force continentale n'est plus d'actualité. Le caractère exclusif que représentait la mobilité du Earthland s'est estompé avec la démocratisation du rail, après la guerre. Et la mer est sans aucun doute un espace plus stratégique dans notre situation actuelle. Les ressources de la mer comme les hydrocarbures sont également convoitées. La connexion à la mer dans un contexte de mondialisation constitue un facteur de puissance important sur le plan commercial. Enfin, les différentes critiques de la théorie s'accordent sur le fait qu'elle n'est plus valable depuis le développement de l'arme atomique. En effet, la possession de tels moyens ont complètement bouleversé les rapports de force et la diplomatie des États. Mais pour autant, la thèse reste acceptable, bien que le monde ait changé et que la configuration du monde telle qu'elle est décrite par Mackinder au début du XXe siècle n'ait plus aucun rapport avec la configuration du monde pendant la guerre froide. Maintenant que vous avez saisi le principe, on va s'intéresser au cas des États-Unis,
puisque cette théorie permet d'expliquer le fondement de leur stratégie pendant la guerre froide, mais aussi de comprendre la situation actuelle dans ce contexte de nouvelle guerre froide, marquée par le déclin de son influence dans certaines régions du monde, le déclin également de sa puissance commerciale qui est de plus en plus concurrencée, et de son hégémonie maritime qui tend à s'affaiblir avec l'émergence de la Chine. La guerre froide divise le monde en deux et oppose le bloc occidental avec le bloc communiste. Harry Truman, président des États-Unis entre 1945 et 1953, va présenter sa politique du containment, véritable ligne directrice de la politique étrangère américaine pendant la guerre froide, qui vise principalement à limiter la propagation du communisme et de l'influence soviétique dans le monde. À cela s'ajoute également la peur d'un basculement progressif des pays d'Asie dans la sphère communiste, véritable frayeur que Washington désigne par la théorie des dominos. En bref, la stratégie américaine est simple: assurer la protection de ses alliés et contenir un maximum l'influence soviétique, tout en tentant de percer l'URSS par des moyens détournés, ce qui évite une confrontation directe avec la puissance. Pour entretenir des liens favorables avec les pays européens, les États-Unis mettent en place le plan Marshall pour relancer l'économie européenne. L'OTAN se forme et les bases militaires de l'organisation se positionnent en périphérie de l'URSS, dans l'objectif, encore une fois, de contenir l'influence communiste et de menacer l'Union soviétique. Des initiatives politiques et militaires sont entreprises pour soutenir cet objectif. L'intervention au Vietnam et en Corée, le soutien du Shah d'Iran jusqu'à sa chute en 1979, l'entretien de relations diplomatiques avec la Chine pour essayer de créer un contrepoids à l'URSS et pour éviter une domination continentale du communisme soviétique. Ou encore l'armement des rebelles afghans, qui sera une véritable réussite pour les États-Unis, puisque la défaite soviétique en Afghanistan représente un événement marquant de la chute de l'URSS. La chute de l'URSS ne désigne pas pour autant la fin de cette stratégie de containment, puisque l'apparition de nouveaux États issus de l'Union soviétique constitue pour Washington l'occasion d'utiliser la situation de faiblesse de la Russie de 1991 pour justement étendre l'influence du bloc occidental dans ces pays. L'Union européenne et l'OTAN s'élargissent et les pays baltes, frontaliers de la Russie, deviennent alors un emplacement stratégique pour l'OTAN. L'endettement de la Russie s'accélère en Europe de l'Est et dans le Caucase, où les anciens pays soviétiques se tournent progressivement vers l'Europe. Donc, comme on peut le remarquer, la stratégie américaine, elle a été plutôt efficace. Les États-Unis sont parvenus à leur fin, mais la théorie du Heartland semble peu pertinente dans ce contexte. Quelques éléments s'y rapportent, mais rien de plus. Cependant, la théorie prend plus de sens lorsqu'on l'expose sous le prisme chinois actuel, qui porte une importance particulière à l'Asie centrale avec son programme des routes de la soie. Dans le cadre de cette nouvelle guerre froide, la Chine va devenir la nouvelle menace des États-Unis. Le pays se démarque par sa démographie importante et sa puissance économique, ainsi que sa forte industrialisation et le faible coût de sa main-d'œuvre, qui poussent certaines entreprises à délocaliser leur production. En 2013, Xi Jinping présente le programme des nouvelles routes de la soie, une initiative qui a pour but d'investir massivement dans les infrastructures liées au transport et à la sécurité, en lien avec les principales routes commerciales qu'entretient la Chine avec le reste du monde. En développant son programme, la Chine développe également sa diplomatie, faisant participer de nombreux États à son programme. Un programme qui présente un fort potentiel économique pour les pays partenaires. L'influence chinoise s'accroît à l'échelle mondiale et va notamment perturber des zones historiquement sous influence occidentale. Je pense notamment au Pacifique, où le Japon, l'Australie et les États-Unis perdent de l'influence, mais aussi à certains pays d'Afrique qui sont les partenaires importants de la Chine pour son approvisionnement en matières premières ou dans le transit des marchandises vers l'Europe, avec notamment l'Afrique du Sud, l'Angola ou le Mozambique. L'Asie centrale va devenir un point d'affrontement dans cette lutte opposant principalement les Russes et les Chinois aux Américains. L'enjeu principal étant majoritairement l'énergie puisque la région regorge de gaz et de pétrole, mais que le manque d'infrastructures ne permet pas une exploitation et une exportation efficace des ressources. Le tracé des gazoducs devient une véritable partie d'échec. Certains pays sont volontairement contournés pour ne pas leur donner accès au gaz. On pense notamment à l'exemple de Nord Stream, qui relie directement la Russie à l'Allemagne en contournant la Pologne et les pays baltes, qui entretiennent de mauvaises relations avec la Russie. Je pense également au gazoduc BTC, soutenu par les États-Unis, dont le tracé évite l'Iran et la Russie. De plus, ce projet permet aussi de diminuer l'influence russe dans le Caucase, en diversifiant les besoins en gaz de la Géorgie, une ex-république soviétique, qui tend vers des relations plus à l'ouest, ce qui déplaît fortement au Kremlin. La dépendance de certains États d'Europe de l'Est pour le gaz russe renforce la sphère d'influence de la Russie en Europe.
ce qui a pour effet de lui donner un poids considérable sur le plan énergétique, aussi bien en Europe qu'en Asie centrale, dans le développement des infrastructures. Une situation qui pousse les Occidentaux à établir de nouveaux projets de gazoducs pour éviter le renforcement de la position dominante de la Russie. Une véritable lutte d'influence pour le contrôle de ressources stratégiques et vitales pour les pays du Rhineland. Tandis que pour la Chine, cette région constitue d'abord un point de transit important des routes de la soie, ce qui fait une région très propice aux investissements chinois pour sécuriser et faciliter l'exportation des marchandises sur les marchés internationaux. La proximité sino-russe inquiète les Occidentaux. Certains politiciens se servent de la thèse de Spykman pour démontrer qu'une association du Rhineland et du Rusland peut bel et bien permettre une domination mondiale, pas forcément sur le plan militaire, mais commercial, puisque la Chine a une position plutôt hybride. Elle tire avantage efficacement des espaces maritimes et terrestres pour servir ses intérêts commerciaux qui lui permettent de se positionner militairement sur des points stratégiques, comme par exemple la Djibouti où la Chine possède une base militaire. Son positionnement d'infrastructure sur les espaces maritimes sera d'ailleurs surnommé la stratégie du collier de perles, le fil du collier faisant allusion à sa route commerciale et les perles faisant allusion aux diverses infrastructures portuaires et militaires stratégiques réparties le long des routes commerciales chinoises. Le contrôle du port de Gwadar au Pakistan représente un élément d'une importance stratégique particulière pour la Chine. Tout d'abord, le positionnement géographique du port est très intéressant, puisqu'il se trouve à proximité du golfe Persique, véritable point de départ des exportations gazières et pétrolières des pays du Golfe. Le port se trouve non loin du golfe d'Aden, qui permet un accès à la mer Rouge et qui débouche sur la mer Méditerranée, permettant ainsi un rattachement à l'Europe. Et enfin, le port de Gwadar est connecté par la Chine avec une ligne de train grande vitesse. Ce collier de perles étrangle également l'Inde, un acteur régional très influent dont les manœuvres chinoises contraint le pays à être relégué au second plan. Une situation qui explique la formation de l'alliance Quad, qui réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde autour d'un objectif commun, contenir l'influence chinoise et réduire ainsi la puissance maritime et commerciale. L'Alliance applique ainsi la même stratégie que pour la Chine, en multipliant ses points d'appui stratégiques dans des zones de transit majeures du commerce mondial, toujours avec cet objectif de contenir la Chine sur le plan géographique, puisque la position des 4 alliés forme un encerclement partiel de la Chine. À cela s'ajoute la stratégie des chaînes d'îles, dont l'objectif principal est de limiter l'accès de la Chine vers le Pacifique. L'entrave qu'exerce l'Alliance force alors la Chine à développer sa marine et sa zone d'activité, ce qui a pour effet d'accentuer les tensions autour de Taïwan, où plane la menace d'un affrontement direct entre Chinois et Américains. La configuration actuelle du monde est finalement bien loin des principes évoqués par Mackinder. Cependant, l'héritage de Mackinder tient dans la pratique de contenir une influence et de placer sa puissance sur des points d'appui et de bascule géographiquement stratégiques. Il est très peu probable que la Chine, la Russie ou même une alliance de ces deux puissent un jour dominer le monde. Néanmoins, il est clair que la forte influence de ces deux puissances en Asie centrale constitue une source de leur force. Le recul de l'influence américaine et plus largement de l'influence du camp occidental à l'échelle mondiale, mis en parallèle avec cette ascension chinoise, pourrait donner l'impression d'une puissance incontestable de la Chine sur l'ensemble de la planète. Une situation qui inquiète par son apparence, mais qui, finalement, est bien loin d'être effective, au vu du positionnement des États-Unis et de leurs alliés, qui œuvrent activement pour entraver l'expansion de l'influence chinoise. Enfin, j'aimerais conclure sur cette citation du navigateur anglais Walter Raleigh, qui tient la mer, tient le commerce du monde, qui tient le commerce, tient la richesse, qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. Une formule qui reprend la même structure que celle de Mackinder et qui possède une résonance particulière quand on pense à la situation actuelle de la Chine. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et enfin, si vous êtes satisfait du contenu que je propose, je vous invite à partager la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.